Donc je m'appelle Sarah. Je fais cette première vidéo pour vous faire une présentation, vous raconter en quelque sorte mon parcours, qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a construit, les choses que j'ai traversées dans ma vie, grâce auxquelles je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Au cas où c'est trop long, je ferai cette vidéo en deux parties parce que c'est vraiment important pour moi. Donc je vais commencer en fait par vous expliquer tout simplement que vous savez, aujourd'hui je parais vraiment forte. Je parais une personne courageuse, je parais être une battante. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Parce que j'ai appris à devenir forte. J'ai appris à devenir courageuse. J'ai appris à ne plus avoir peur. J'ai appris en fait à ne plus me laisser, me laisser oppresser, à ne plus me laisser combattre par les choses que je pouvais traverser dans ma vie. De vous expliquer mon histoire, la raison pour laquelle je suis là devant vous. Donc à l'âge de 2 ans, j'ai en fait développé une maladie suite à une piqûre du paludisme qui a tout simplement, en fait, pour être simple, abîmé ma hanche gauche. Donc au fil des années, ma jambe s'est mise à rétrécir. Normalement, c'était même prévu que je ne sois même pas capable de marcher. C'était même prévu que je ne sois même pas capable de me tenir debout. C'était même prévu qu'à un certain moment de ma vie, d'après les prédictions des médecins, donc à l'âge de 2 ans, c'était même prévu que je sois incapable en fait de me tenir debout, que je sois même en train de ramper, parce que c'est le diagnostic en fait qu'on m'avait fait en Afrique, et vu la réalité en fait dans le monde médical qu'il y avait en Afrique, c'était prévu qu'en effet, au bout d'un certain temps dans ma vie, je n'allais pas avoir la possibilité de pouvoir marcher tout simplement comme toutes les personnes normales. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans, et à partir de là, ma mère s'est tout de suite, elle s'est tout de suite acharnée à chercher une solution pour que je puisse m'en sortir, pour que je puisse pour ne pas en fait que ce problème puisse bouffer ma vie, pour pas que ça me ralentisse. Donc j'ai subi ma première opération à l'âge de 13 ans. Parce que, vous savez, avant ça, en fait, avant l'âge de 10 ans, j'avais pas pris conscience en fait que j'avais un problème. Je ne réalisais pas que j'étais différente en fait par rapport aux autres personnes parce que j'étais encore dans l'innocence d'un enfant de 10 ans. Donc quand je suis arrivée à l'âge de 10 ans, là, les autres ont commencé à l'école à me faire comprendre que je boitais, que je marchais pas comme tout le monde, parce que je pouvais pas faire de sport. À l'école, il y a des choses que je pouvais pas faire. Je pouvais pas faire de roller, je pouvais pas... En fait, toutes les activités banales que les enfants de mon âge faisaient à l'école, moi, je pouvais pas le faire. Donc là, tout simplement, les gens ont commencé à me faire comprendre que j'avais un problème. Donc j'ai commencé déjà là à me renfermer. J'ai commencé déjà là à me retirer parce que j'avais compris que j'étais pas comme les autres, même si je me disais tous les jours que c'est rien, en fait, peut-être que ce que je vis, il n'y a rien d'anormal dedans. Mais au fil du temps, au fil des années, j'ai tout simplement commencé à me renfermer. Donc, comme je le disais, ma mère a commencé à chercher des solutions. On a commencé un peu à se renseigner dans tous les hôpitaux, aux chirurgiens qu'on pouvait rencontrer. Donc, on m'a proposé ma première opération quand j'avais l'âge de 13 ans. Et cette opération-là, je l'ai subie pendant les vacances d'été. Je me rappelle, j'allais rentrer au collège. Donc, c'était à l'âge de 12 ans parce que j'avais une année de retard. Donc, j'ai subi pendant les vacances d'été. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais juste une hâte que ça soit la rentrée. Parce que pour moi, en fait, je me disais, je vais me faire opérer. Après, ça va être fini, en fait. Parce que j'avais des douleurs. Je ne pouvais pas marcher pendant très longtemps sans que je puisse avoir très mal. Je ne pouvais pas faire, en fait, me tenir debout pendant très longtemps sans que je puisse avoir mal. Et quand je vous dis que c'est des douleurs, c'est pire qu'une migraine. C'est pire que... Je ne saurais même pas vous décrire, en fait, quel genre de douleur c'était. Mais ce qui était sûr, c'est que j'en souffrais. J'en souffrais tellement que dès lorsque on a eu en fait la première nouvelle que je pouvais me faire opérer, que je pouvais me débarrasser de ça, que je pouvais enfin pouvoir faire les choses comme les enfants de mon âge, j'étais tellement heureuse, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc j'ai eu mon opération pendant les vacances d'été. Euh, donc j'étais en béquille pendant toutes les vacances d'été. J'étais là, j'avais trop hâte. J'ai dit, ouais, vivement la rentrée et tout. Je suis trop contente. En plus, je vais rentrer au collège dans une nouvelle école. Je vais pouvoir enfin marcher normalement. Et les gens qui ne me connaissent pas, ils vont pas être là en train de tout le temps me poser des questions en fait. Parce que c'est ça qui se passait avant. Quand j'étais à l'école, dès que j'avançais en fait dans un niveau, parce que vous savez, avant les classes ça changeait, etc. C'était tout le monde, tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps là à te demander qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu marches comme ça,
pourquoi tu boites? J'entendais des phrases, mais qui pouvaient être choquantes, mais les gens en fait ne réalisaient pas que les choses qu'ils me demandaient c'était vachement choquant. Et un jour j'ai même entendu un garçon me dire bah, en fait pourquoi tu boites comme un cheval comme ça et tout. Et j'étais là, je savais pas quoi répondre parce que en effet au bout d'un moment je savais plus quoi répondre ou bien tout simplement j'avais juste plus envie de répondre aux questions que tout le monde me posait. Donc ces vacances d'été là c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Cette première opération là c'était vraiment quelque chose de très important pour moi parce que je savais que enfin j'allais pouvoir passer à autre chose et commencer réellement un nouveau chapitre de ma vie. Donc je me suis fait opérer, tout s'est bien passé. On m'a dit donc voilà tu dois garder par contre les béquilles pendant 2 mois parce que le temps que ça se consolide un peu parce que un os en fait dès que tu le touches apparemment j'ai appris ça à ce moment là ça a tendance à fondre le muscle plutôt ça a tendance à fondre donc il faut de la rééducation il faut faire de la kiné il faut faire plein de choses et tout et je m'en fichais de tout ça peu importe en fait tout ce qu'on me demandait de faire j'étais prête à faire tout ça parce que tout ce que je voulais en fait tout simplement c'était de pouvoir tourner la page avec cette histoire. Donc pour avancer un peu plus vite, donc je faisais ma rééducation pendant tous les vacances d'été. À la rentrée scolaire, donc j'étais là avec mes béquilles, ça ne me dérangeait pas. Mais le seul moment où ça a commencé à m'embêter, parce que j'ai commencé à ressentir que encore une fois, j'étais un poids pour les autres. D'habitude, c'est avec les membres de ma famille, parce qu'avant, quand j'avais mal, par exemple, que je marchais avec ma soeur, elle me tenait, je devais la tenir. J'étais incapable de faire une distance, de marcher plus d'1 heure de temps sans que je puisse autant souffrir. Donc au bout d'un certain moment, il fallait que je tienne quelqu'un, il fallait qu'on m'aide en fait pour que je puisse avancer. Donc arrivé à la rentrée scolaire, vous imaginez le collège quoi. La chose que tout le monde imagine, la chose que tout le monde prépare depuis des années, tu te dis bah voilà, je suis une grande personne, maintenant je vais arriver au collège. Et moi je devais dépendre des gens. Je devais dépendre en fait des personnes que je connaissais même pas. Parce que la majorité des enfants avec lesquels j'étais en primaire ne sont pas venus dans le même collège que moi. Donc là, j'ai dû arriver dans une nouvelle école et de dépendre déjà des gens. Et ça, c'est déjà une situation qui était très difficile à vivre pour moi. Mais j'ai pris sur moi en me disant que c'est pas grave, c'est que 2 mois et ça va passer. Donc les 2 mois sont passés, je pars à l'hôpital, moi trop contente, je vais retirer mes béquilles, enfin je vais avoir fini tout ça. Et donc en fait, on retire les béquilles progressivement, quoi. C'est pas d'un coup. Et en marchant, je remarquais toujours que je descendais toujours un peu, que je boitais, et c'était quelque chose de flagrant. C'était pas une petite boiterie. Je vais vous dire pourquoi après. C'était vraiment ça, on voyait que ça en fait. Donc quand j'ai avancé, je sentais que c'était pas totalement parti, mais je me disais ça ne dit rien. Peut-être que c'est normal que le temps que ça se consolide. Les jours avançaient, et quand j'ai retiré totalement mes béquilles, bah là en fait on me dit tout simplement que cette opération-là, c'était juste pour m'aider à avoir un peu moins de douleur, parce qu'en effet j'en avais toujours un peu, beaucoup même, j'en avais toujours un peu beaucoup. Donc en fait au final je me suis dit j'ai sacrifié 2 mois d'été et ça fait mal, parce que j'ai vu en fait avec toutes les opérations que j'ai fait dans ma vie, j'ai vu la médecine progresser. L'année scolaire donc a avancé et j'ai continué à avoir les moqueries que je pouvais avoir. Déjà, vous imaginez, dans la ville où j'ai grandi, c'était une toute petite ville où ils n'avaient pas l'habitude de voir des noirs. D'être noir, d'avoir un handicap physique, je peux vous dire, ça fait partie des pires moments que j'ai vécu dans ma vie. Je ne sais pas si... J'ai prié Dieu toute ma vie de ne plus avoir à revivre ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc, j'ai continué à avancer comme ça, j'ai fait ma 6e et puis en 5e, là on me dit, bon bah on va te proposer une autre opération, donc on va couper un peu d'os de ta jambe droite pour mettre dans la jambe gauche, pour rallonger, etc. etc. Et j'accepte, comme je vous disais en fait, peu importe ce qu'on me proposait, moi tout ce que je voulais c'était juste que je puisse en finir avec ça. Donc je comptais les jours, à chaque fois on devait le faire pendant les vacances d'été parce qu'il y avait la longue période de rééducation, etc. Et là on me dit, bah, par contre, tu vas devoir être en fauteuil roulant pendant au moins 4 mois. Là je dis, c'est pas grave, encore une fois, ça me dérange pas. Donc on me dit d'abord le fauteuil roulant, 4 mois de rééducation, tu vas avoir des béquilles pendant au moins 6 mois. Et la pire nouvelle par contre, ça a été quand on me dit, ces 4 mois-là, tu pourras pas les passer chez toi, mais tu vas devoir aller dans un centre spécialisé, dans un centre de rééducation pour personnes handicapées.
On me montre les brochures, ça avait l'air trop bien. Je voyais des chevaux et tout. Je voyais des jeux de billard. Je voyais d'autres personnes. Et là, je me dis, bah, c'est pas grave, ça va être comme des vacances. Et tout, ça me dérange pas. Donc, je me fais opérer. Et là, c'était toujours aussi douloureux. Je vous dis, c'était en 2003, 2004, si je me trompe pas. Faudrait que je calcule la paix pour pas dire de bêtises. Ça faisait tellement mal. C'était juste pas possible, en fait. C'était une douleur qu'on peut pas pour un enfant de mon âge, c'était très difficile à supporter. Donc j'avais 14 ans, je pense, à ce moment-là. Et donc je me fais opérer, j'arrive donc dans ce centre de rééducation. Quand on était dans l'ambulance déjà avec ma mère et ma soeur, on avançait dans la forêt, on avançait dans la forêt. Quand on arrive enfin devant le centre, c'était un grand château, hein. Rien à dire, c'était beau. Là, j'ai commencé à pleurer. On nous a fait en fait visiter les lieux, j'ai commencé à pleurer. Je crois que j'avais jamais autant pleuré dans ma vie. Je pleurais, je pleurais. Je me rappelle, je disais à ma mère, maman, je te promets, si tu me laisses là, je vais mourir. J'ai supplié ma mère, je l'ai supplié. J'ai dit, maman, vraiment, je te promets, si tu me laisses là, je vais mourir. Ma mère me dit, mais Sarah, regarde dans quel état tu es. Et on habitait en fait dans un appartement qui avait 4 étages. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment. Tous les jours, la vie, ça va être compliqué. Je ne fais pas ça parce que je ne t'aime pas. Je ne fais pas ça parce que ça me fait plaisir. Mais c'est parce que tout simplement, j'ai pas le choix de faire ça. Et elle me dit, bon, bah, si tu veux, je peux même demander, je vais signer une décharge pour que je dise que je suis tout à fait d'accord pour te ramener à la maison. Et donc, les infirmiers qui étaient là, les gens du centre, ils ont dit, mais madame, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Elle doit rester ici parce que les os qui sont séparés comme ça, si elle tombe, en fait, c'est foutu. Elle ne va plus jamais marcher. C'est difficile, mais il faut qu'elle reste et tout. Donc, ma mère, elle s'est agenouillée devant moi. Elle m'a dit, Sarah, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. je En te toi promets, j'ai je mis vais tout ma faire pour que tu confiance. rentres tous les week-ends à la maison. Même si il faut que je paye tout ce que j'ai de plus cher, je paierai pour que tu sois là tous les week-ends, que tu puisses rentrer à la maison. Elle s'en est allée et j'ai fait avec. Donc j'ai continué. Je suis restée dans ce centre-là pendant plus de 10 jours où je parlais qu'avec ma famille par téléphone. Je m'enfermais dans ma chambre parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal à mon âge pour que j'arrive en fait au niveau de me retrouver là. Je pleurais, j'ai dit Seigneur, mais en fait, quel est ce péché que j'ai dû faire à 14 ans pour que je me retrouve ici? Je m'enfermais, je mangeais pas avec les autres. Et quand j'ai commencé à accepter en fait de manger, j'ai tout simplement, je mangeais puis je repartais dans ma chambre, je mangeais, je repartais dans ma chambre. Parce que pour moi, c'était juste inconcevable que je puisse je me suis habituée en fait dans l'état dans lequel j'étais. J'avais pas le choix à chaque fois. Je me disais, dans tous les cas, Sarah, tu dois t'habituer ou soit tu vas continuer à être aussi dépressif. Parce que j'étais dépressif, vous imaginez pas, j'étais tellement dépressif dans ma vie. J'étais pas le genre d'adolescence en fait qui pouvait penser à faire des crises d'adolescence ou quoi. J'avais tellement de problèmes dans ma tête, j'avais tellement de soucis dans ma tête et j'arrivais un peu à me dégager parce que j'écrivais beaucoup, j'étais une enfant, je lisais beaucoup. C'est comme ça que j'arrivais un peu à m'évader face à cette situation. Donc j'ai commencé à rentrer chez moi tous les week-ends, comme je disais. Et je sortais, et c'est même là que j'ai fait mon Skyblog. Donc je faisais mes photos. Personne ne savait que j'étais en fauteuil roulant parce que je coupais comme ça. Je faisais des photos stylées, j'aimais trop les coupes afro. Je mettais mes lunettes de soleil et tout et tout. Je faisais mes belles photos que je mettais sur Skyblog. Avec ma soeur, on sortait même en centre-ville parce qu'il faisait très chaud et tout, c'était en été. Je sortais avec mes lunettes de soleil, je marchais, je me promenais. Je m'en fichais, en fait. Je m'en fichais tout simplement. Et c'était comme ça, les week-ends, j'allais chez moi et toute la semaine, je retournais là-bas jusqu'à la rentrée scolaire où j'ai pu, donc fin du mois d'août, j'ai pu enfin retourner chez moi. Et c'était des choses du genre, comme on était au 4e niveau, comme je disais, on devait me porter. D'abord, on descendait mon fauteuil, ensuite, on me portait, on devait me descendre pour me poser, en fait, tout simplement pour mon fauteuil, pour que je puisse partir à l'école. Donc, j'étais en classe de 5e. Là, encore une fois, c'était une rentrée scolaire pour moi tellement compliquée, tellement, tellement, tellement difficile. Et puis, il s'avère que c'était le moment que je puisse normalement commencer à me mettre debout. Et sauf que je me suis rendu compte que j'arrivais pas. Impossible de bouger. Impossible de me tenir debout.
impossible de faire un pas. J'arrivais pas du tout. Je comprenais pas ce qui se passait, vraiment. Et un jour, je me rappelle, on était en prière, en fait, avec ma mère, ma soeur, et puis une autre personne, je me rappelle même plus. Et ma mère a dit non, il faut qu'on prie par rapport à ça. C'est pas normal. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce qui était prévu. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi il se passe ça, tout simplement. Donc, on priait. Ma soeur, elle est venue me tenir. Et elle m'a dit, Sarah, il faut que tu te lèves. On avait 14 ans à l'époque. Enfin, il faut que tu te lèves. Donc, elle m'a tenue. J'ai réussi à me mettre debout. Et là, je faisais un pas, comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Je faisais un pas derrière l'autre, tout doucement, j'ai essayé. Et je suis repartie encore une fois sur mes béquilles. Et quelques temps après, donc, comme à chaque fois, il fallait repartir voir le docteur, enfin le chirurgien, pour voir l'évolution, savoir comment ça s'est passé, comment ça a évolué, etc. Et donc là, j'arrive, j'apprends encore une terrible nouvelle. On me dit, bah, en fait, on a malheureusement fait tout ça pour rien. Parce que comme tu es en pleine période de croissance, bah, en, tes jambes, en fait, elles ont grandi, elles ont recommencé à grandir comme elles devaient grandir. Et comme l'autre, il n'y a pas de problème, elle grandit toujours beaucoup plus vite et l'autre un peu plus lentement. Donc, en fait, on a fait tout ça pour rien. Et là, c'est comme si c'était toute la terre entière qui vient, en fait, qui tombe sur moi. Et là, je réalise, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé, mais en fait, c'était fini, que ça sert à rien, que ça sert absolument à rien. Tout ce que je peux faire, je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais pouvoir y arriver. Donc après ce rendez-vous, je suis rentrée chez moi, je suis allée dans ma chambre. Je pourrai jamais oublier ce jour-là. J'ai commencé à j'ai commencé à prier. Je pleurais, j'ai dit Seigneur, je sais pas pour quelle raison tu me permets en fait que je vive ça. Je sais pas quel est le péché que j'ai pu faire de mon jeune âge qui soit aussi impardonnable. Je sais pas quelle est cette faute en fait que j'ai pu faire. Je pense que je me suis imaginé plein de choses. Je me suis dit, ça se trouve, j'avais une autre vie où j'étais pas une bonne personne, où j'ai fait du mal. Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, je suis en train d'en payer les pots cassés, je suis en train d'en payer le prix. J'ai dit, c'est non, je sais pas. Vraiment, et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie de comprendre quoi que ce soit. J'ai plus envie de me demander quoi que ce soit. J'ai plus envie de comprendre quoi que ce soit. Tout ce que je te demande, vraiment tout ce que je te demande aujourd'hui, donne-moi la force. D'accord. Donne-moi la force de pouvoir vivre avec ça. Donne-moi la force, en fait, de tout simplement mener une vie normale. Je te demanderai plus de me guérir. Si on va à l'église, je ne vais plus faire ça quand un homme de Dieu vient, que va devant, parce que ma mère elle me poussait toujours, Sarah, va devant, ah, on va prier pour toi, ça va aller, on va prier pour toi, ça va aller, Dieu va te guérir, Dieu va te guérir. J'ai dit, je ne veux plus faire tout ça, je ne vais plus faire aucune démarche. Tout ce que je te demande aujourd'hui, donne-moi la force d'avoir une vie normale. Donne-moi la force de pouvoir accepter la situation que j'ai. Parce que je pense que dans toutes les situations difficiles que Dieu nous fait traverser, parce que toutes les épreuves que nous passons, c'est pour une raison. Toutes les épreuves que Dieu permet d'avoir dans nos vies, c'est pour une raison. Donc j'ai dit, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai plus envie de savoir pour quelle raison. Tout ce que je te demande aujourd'hui, donne-moi juste la force de vivre. Donne-moi la force d'accepter et donne-moi la force d'avancer. Et je peux vous jurer que c'est depuis ce jour-là, j'ai en fait acquiescé une force qui peut seulement venir de Dieu. Parce que comme la Bible dit, c'est qu'il n'y a aucune tentation qui peut venir, Dieu ne peut pas nous donner des tentations au-delà de notre force. Et quand Dieu te donne des épreuves, aussi difficiles que ça peut être, aussi compliquées que ça peut être, c'est parce que tout simplement, Dieu sait que tu en as la capacité. C'est parce qu'il sait que tu peux t'en sortir. C'est parce qu'il sait que, en fait, s'il donne ça à une autre personne, tu ne vas pas y arriver. Comme ma soeur me l'a toujours dit, elle me dit, Sarah, est-ce que toi, tu as traversé? Je me demande, mais j'en suis sûre que j'aurais pas eu la force de pouvoir arriver à faire tout ce que tu as fait parce que c'est pas que c'était ton combat, mais c'est pas à tout le monde. Dieu ne donne pas les mêmes combats à tout le monde. Si tu vis ce que tu vis, c'est pour une raison. Si tu traverses ce que tu vis, c'est pour une raison. C'est parce que Dieu sait que tu en as la capacité. Donc j'ai commencé à vivre normalement. Et les personnes qui m'ont connue à l'époque du Skyblog, je pense que personne ne pouvait s'en douter. Je vivais normalement, j'ai commencé à sortir, je m'habillais, j'ai commencé à me maquiller. Et j'ai même commencé à porter des chaussures à talons. Alors qu'on me disait, non, les chaussures à talons, tu peux pas. Pour vous dire, j'avais en fait ce qu'on appelle des semelles compensées que je devais mettre en dessous de mes chaussures. Et j'ai commencé à avoir des idées de ouf, en fait, pour pouvoir avoir une vie normale. C'est-à-dire, j'ai acheté des paires à talons et j'ai dit à ma mère, j'ai eu quelque chose qui est venu dans ma tête, j'ai une idée de dingue.
En fait, il faut qu'on emmène mes chaussures chez le cordonnier, qu'on coupe la partie gauche, qu'on laisse la partie droite normalement, comme ça je peux porter mes talons et voilà. Et ma mère, elle me dit, d'accord Sarah, c'est peut-être une bonne idée. Et je ramenais, je faisais ce genre de choses-là. J'ai commencé à imaginer tout ce que je pouvais imaginer parce que dorénavant, ce n'était plus grave pour moi. Ce n'était plus important pour moi. Tout ce qui comptait, c'est que Dieu avait écouté ma prière. Dieu m'avait délivré de la dépression. Dieu m'avait délivré de toute cette rancœur, de toute cette amertume que je pouvais en fait avoir dans mon cœur. Et je pouvais en fait continuer à vivre normalement. Et je l'ai fait. Quand les autres se moquaient de moi, ça me passait au-dessus. Parce que ça ne s'était pas arrêté. Jusqu'au lycée, ça ne s'était pas du tout arrêté. Quand ils me faisaient des remarques, quand les gens me demandaient, au départ, je disais tout le temps, j'expliquais. Puis au bout d'un moment, j'ai dit stop. Je ne vais plus rien expliquer à personne parce que je ne dois aucune explication à personne. Les gens, ils ont qu'à se faire les films qu'ils veulent, ils ont qu'à s'imaginer tout ce qu'ils veulent. Dorénavant, j'ai plus envie d'expliquer quoi que ce soit. Je n'expliquerai plus rien à personne. Donc quand on me demandait, bah, je répondais pas, je faisais la bête. Je dis j'en sais rien. J'en sais rien. Donc j'ai passé toutes ces années comme ça, sans problème. J'ai avancé, j'ai progressé, j'ai terminé mon année de collège, j'ai eu mon brevet avec mention. Ensuite, je suis rentrée au lycée. Et là, c'est une époque, vous savez, quand on a 16-17 ans, quand tout le monde commence, un peu avant même, hein, parce qu'il y en a qui étaient très précoces, à parler des amoureux, à parler de ceci. C'est des choses, moi je me disais, mais en fait, moi, personne ne peut pas m'aimer, moi, c'est pas possible. Il n'y a aucun gars qui pourra jamais s'intéresser à moi, il n'y a aucun homme qui pourra jamais me regarder, c'est pas possible. Enfin, je me disais, Sarah, pense pas à ça, parce que sois réaliste avec toi-même. Qui va t'aimer en fait avec comment tu es? Et je me rappelle que ma mère toujours m'encourageait, toujours elle me disait, Sarah, je peux te promettre que tu auras une très belle vie. Je peux te promettre que ce que Dieu va faire dans ta vie ne va, ne va pas être, va être égal. En fait, le niveau de ta souffrance, sache-le que c'est le niveau de la bénédiction que Dieu va te donner. Elle me dit toujours, Sarah, je te promets, tu seras une fille bénie. Je te promets que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Et je te promets que Dieu va t'envoyer un bel homme. Il va t'envoyer un homme qui va te supporter. Un homme qui va t'aimer comme pas possible. Je te promets. Retiens bien toutes ces phrases que je te dis. Et à l'époque, sur TVA, il y avait une émission qui passait. Vous savez, c'était les gens extraordinary people. Je le dis avec l'accent. En fait, qui montraient des personnes avec des handicaps extraordinaires. Et à chaque fois, elle me disait, bon, bah, Sarah, viens, on regarde. Et dedans, on voyait par exemple des personnes qui étaient mariées, des personnes qui avaient des enfants, des personnes qui vivaient en fait normalement. Ils me disaient, tu vois, Sarah, regarde. Et là, je lui disais, mais en fait, ça veut dire que je suis appelée à ça. Je vais être bizarre toute ma vie, parce que c'est comme ça qu'on me surnommait à l'école. J'étais bizarre. Et je vais être bizarre toute ma vie, mais un jour ou l'autre, bah, je vais peut-être rencontrer un homme qui sera peut-être bizarre comme moi. Puis on va faire notre vie toute bizarre. Et donc le temps a avancé, je suis arrivée au lycée, et là, à l'année de terminale, ça allait plus du tout. Donc ça, j'ai recommencé à avoir mal comme pas possible. Et avant ça, en fait, on m'avait encore réopéré, au même endroit qu'on m'avait opéré la première fois, pour pouvoir enlever des vis ou je sais pas, plein de trucs. Donc ça, j'en parle pas parce que c'est pas très important. Donc arrivé à l'année terminale, comme je disais, j'ai commencé à avoir encore terriblement mal. Cette prière-là, j'avais dit que je ne vais plus me faire opérer. Je ne vais plus rien faire, comme je le disais. Sauf que cette année de terminale-là, j'avais tellement mal à nouveau, je souffrais tellement, que je me suis dit, en fait, j'ai peut-être pas le choix. Parce qu'on m'avait proposé une opération de mettre une prothèse de hanche, une prothèse totale de hanche. Je vais essayer de vous mettre une photo aussi pour que vous essayiez de comprendre. Et sauf qu'on me disait que c'est une opération qu'on doit faire le plus tard possible parce que c'est pas anodin. C'est quand même on t'enlève toute ta vraie hanche pour te mettre un truc en métal et plastique. Et puis il y a les désagréments, voilà, il y a plein d'autres choses et tout. Et je me disais, mais sauf que je pense que là je dois le faire. J'ai trop mal, je me cambrais de plus en plus. Avant c'était du genre, c'est que même quand je m'asseyais comme ça, j'étais pas droite. Et puis j'ai commencé à développer une scoliose. J'ai commencé à avoir mal au dos, j'ai commencé à avoir mal à la hanche, j'avais mal au genou. En fait, ça allait plus du tout. Ça allait plus du tout, plus du tout, plus du tout. Et j'avais une amie à cette époque-là, la seule que j'avais. Parce que aujourd'hui, j'ai cette facilité-là à parler avec tout le monde, j'ai cette facilité-là à me tenir devant une caméra et de parler. Ça n'a pas toujours été le cas. J'étais une personne tellement renfermée, tellement timide sur moi-même, je parlais à personne. Et les gens, je me rappelle, vous savez, les adultes,
ils étaient toujours là à nous comparer, ma soeur et moi, à dire oh, mais ça, elle, c'est la jumelle méchante. L'autre, c'est la jumelle gentille. Regarde, elle est toujours en train de rigoler, elle est toujours en train de bouger. Alors que l'autre, elle rigole jamais, elle a toujours le visage serré, elle est toujours en colère et tout. Mais, sauf que les gens, ils savaient pas que je rigolais pas parce que je souffrais. Je rigolais pas parce que j'avais. Je me disais, en fait, pourquoi je vais être heureuse? Pourquoi je vais rigoler? Dieu a décidé que je passe une vie malheureuse. Je souffrais, j'en souffrais énormément. Et surtout, ce fait-là, d'avoir toujours, que les gens avaient toujours besoin de nous comparer, ma soeur et moi, j'ai mis du temps aujourd'hui et j'ai compris qu'on est des jumelles, que c'est normal parce que nous-mêmes déjà, on se compare. On s'est toujours comparé et je pense que ça sera toujours comme ça toute notre vie. Donc les gens nous comparaient toujours. Regarde comment elle est toute mince parce que j'étais mince. Aujourd'hui, je me plains de mes kilos, je me plains de mon gros ventre, je me plains de ceci et cela. J'étais mince parce que je mangeais pas beaucoup. J'avais pas beaucoup d'appétit parce que tout simplement, j'étais vachement dépressif. Donc cette année-là, j'ai parlé à cette amie, j'ai dit, regarde ça, 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 tu t'en doutes un peu des problèmes que j'ai. Regarde, aujourd'hui, je pense à me faire opérer, mais je ne pense pas que ma famille va être d'accord. Parce que même ma mère, elle m'a tellement vu souffrir qu'elle avait dit, Sarah, s'il te plaît, arrête. J'ai pas envie de te perdre, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et elle me dit, c'est ta décision. Regarde, aujourd'hui, tu as 18 ans, c'est ta décision, c'est à toi-même de voir. Parce que c'est toi qui en souffres, c'est toi qui passes des moments difficiles. Donc, si tu sens que tu ressens le besoin qu'on puisse t'opérer et te mettre la prothèse de hanche, Sarah, fais-le. Fais-le, parle-en à ta mère, parle-en à ta famille, ils vont t'écouter. Et je pense que la première personne que j'en ai parlé, c'est à ma soeur. Et après, automatiquement, j'en ai parlé avec ma mère, je lui ai expliqué. Ma mère s'est pas du tout opposée. Elle m'a dit, quand est-ce que tu veux faire ça? On fait ça l'été prochain? J'ai dit, non, maman, on fait ça là pendant les vacances de Noël. C'était, je pense, vers le mois de septembre que je lui en ai parlé. J'ai téléphoné à l'hôpital. Ils avaient de la place pour le mois de décembre. Donc, c'était pendant les vacances de Noël. Ma mère l'avait dit à personne. Elle a dit non, cette fois-ci, je ne vais pas le dire aux gens qu'on rentre à l'hôpital. Comme tu ne veux pas que ça se sache, on va le dire à personne. Et comme on a dit que c'est vite fait, on part, on te met ta prothèse, on rentre à la maison. Et ma mère, elle travaillait à cette époque-là. Donc, elle a demandé à son travail. Ils n'étaient pas trop d'accord. Limite, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils ont dit, bon, bah, vas-y, on va voir. Et pour, entre guillemets, ma mère, elle est partie, elle m'a accompagnée. Et en retour, quand elle est revenue, elle a perdu son travail. Vous savez, quand on a une mère qui se sacrifie pour vous, et je pense que c'est le plus beau, le don le plus précieux que Dieu nous a donné ici-bas sur terre, d'avoir une mère. Peu importe ses défauts, aucune mère dans ce monde n'est parfaite. Aucune mère dans ce monde n'a le manuel pour pouvoir élever ses enfants correctement. Mais lorsque vous avez une maman qui a tout donné pour vous, ne serait-ce que le fait de vous avoir mis au monde, ne serait-ce que le fait aujourd'hui, parce que si vous pouvez être là aujourd'hui, malgré les défauts qu'elle a pu vous apporter dans votre vie, malgré le mal qu'elle a pu vous faire subir dans votre vie, peut-être qu'elle n'a pas été parfaite, peut-être qu'elle a eu de nombreux défauts, mais c'est grâce à tous ces défauts-là que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que tout ce que nous avons dans notre vie, tout ce que nos parents ont investi dans notre vie, que ce soit en bien ou en mal, c'est ce qui a fait la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc, soyons reconnaissants envers les parents, soyons reconnaissants surtout envers nos mamans. Parce que quand il faut donner leur vie pour nous, elles le font sans hésiter. Donc, ma mère m'a accompagnée malgré tout. Pourtant, je lui ai dit, maman, regarde, j'ai déjà 18 ans. À l'époque, c'était différent, j'étais mineure. Mais là, j'ai 18 ans, je sens que je peux aller toute seule. J'ai pas envie que tu perdes ton travail. Elle m'a dit, Sarah, il est hors de question. Aujourd'hui, tu pourrais avoir même 25 ou 30 ans. Il est hors de question que je te laisse te faire aller opérer toute seule. C'est quand même l'anesthésie générale qu'on te met. C'est-à-dire, tu meurs en fait pendant des heures. C'est des opérations qui duraient des 8 heures, 10 heures de temps. Ça durait en fait toute la journée. Je partais le matin et le soir à 22 heures, j'allais me réveiller dans ma chambre et là de comprendre, on me disait oui ça va et là on me disait non en fait ça va pas du tout, ça a servi à rien. Donc je suis partie, je me suis fait opérer et je me rappellerai toujours, à un moment je me suis vue me réveiller, j'ai vu ma mère et après je me rendors, donc dans ce que je vais vous expliquer, je suis repartie au bloc opératoire, après je suis encore ressortie. Et là, je voyais ma mère qui était là en train de pleurer. Donc moi, je ne comprenais pas, j'étais sous anesthésie encore. J'ai dit, mais en fait, maman, pourquoi tu pleures et tout? J'étais là, mais regarde, l'opération, et j'ai rigolé. Hein. J'ai dit, maman, regarde, l'opération, ça s'est bien passé en fait. Pourquoi tu es en train de pleurer, maman? Je ne comprends pas. Elle me dit, Sarah, parce que j'ai cru que tu allais mourir. Je dis, mais... Elle me dit, c'est pas grave, je vais t'expliquer demain. Et le lendemain,
En fait, tout simplement, on m'explique que quand on m'a opéré et que je suis sortie, parce qu'ils font des radios, en fait. Quand on vous opère, on fait des radios avant et après l'opération pour voir ce qui a été posé. Et en fait, dans la radio, ils se sont... Parce que comment ils font la prothèse totale de hanche, c'est un tube comme ça qu'on rentre dans votre fémur. Et quand ils ont rentré ce tube-là dans mon fémur, il s'est pété. Donc tout l'os, en fait, de ma jambe gauche s'est totalement cassé. Et ils ont vu ça quand ils ont fait la radio. Et c'est pour ça qu'on m'a ramené d'urgence dans le bloc opératoire. Ma mère, elle me dit, t'étais là et tout d'un coup, on t'a ramené. Personne m'a rien dit, je comprenais pas. Et c'est qu'après, en fait, qu'on explique, c'est à cause de ça. Et quand on t'a ramené, t'as perdu énormément de sang. Parce que imaginez-vous, se faire quand même ouvrir comme ça 2 fois de suite dans la journée, c'est pas prévu, c'est pas quelque chose de simple. Elle me dit, c'est à cause de ça que j'ai cru que t'allais mourir. Mais j'ai dit, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que aujourd'hui je suis là. Et je suis restée, normalement je devais rester 3 jours à l'hôpital. On m'avait dit même 24 heures, tu sors, etc. Et j'ai passé une semaine entière à l'hôpital. Pourquoi? Parce que j'ai fait une hémorragie énorme. J'ai fait une très grande hémorragie. Et j'ai commencé, donc tellement j'avais perdu du sang, on a dû me perfuser. On a dû me transfuser, je ne sais même plus ce qu'on dit. En tout cas, on a dû me redonner du sang. Parce que j'avais perdu énormément de sang, j'arrivais pas à me tenir debout, j'avais des nausées. En fait, je n'allais pas bien du tout. Et là, ma mère, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle me dit, j'aurais jamais dû t'accepter, j'aurais jamais dû t'emmener là. Parce qu'en plus, on est en fin d'année, c'est pas ce que j'avais prévu. Pourquoi on est venu là, pourquoi on t'a accompagné? Et je me rappelle toujours qu'elle avait appelé mes frères, en fait, juste après mon opération pour leur annoncer, bon bah voilà, je suis avec Sarah à l'hôpital et ça va pas trop. Priez pour elle. Vraiment. Priez pour elle parce que ça va pas du tout. Et là, ils étaient tous en colère. Ils ont dit, mais maman, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça maintenant? Pourquoi t'as pas attendu au moins le début de l'année? Pourquoi en plus tu fais des choses comme ça? Tu nous dis même pas et tout. Ma mère, elle me dit, c'est pas moi. C'est pas moi. C'était sa décision. Et je devais en fait tout simplement respecter sa décision. Par la grâce de Dieu, après toutes les transfusions qu'on a pu me faire, j'ai pu récupérer de la force. Au lieu de rester 3 jours, je suis restée une semaine. Mais je suis quand même sortie. Et c'est après cette opération-là que tout ne s'est pas terminé. Aujourd'hui, tout n'est peut-être pas parfait. Mais par la grâce de Dieu, je marche à peu près correctement. Je marche comme ce que j'ai besoin de marcher. Je fais tout ce que j'ai besoin de faire dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu faire du vélo, je fais plein de choses, je cours, regardez, même je vais au sport. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils aîné, quand je suis arrivée à 7 mois de grossesse, on a commencé à me dire, vous avez une prothèse de hanche, vous n'allez pas pouvoir accoucher normalement, on va vous faire une césarienne, etc. Ma mère m'a dit, parce qu'à chaque fois je me confiais toujours envers elle, mon mari qui n'était pas du tout inquiet, et qui m'a tout simplement dit, on va prier, le Seigneur ne va pas permettre ça, le Seigneur ne va pas permettre ça. Et j'ai accouché normalement. J'ai eu mon fils normalement. Aujourd'hui, je fais plein d'activités. J'ai même, comme une de mes sœurs me dit, je suis comme une pile électrique. Je fais plein de choses. Je travaille, je voyage, je bouge. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est Dieu qui a changé l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, je suis mariée. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Aujourd'hui, je suis arrivée à un certain niveau de ma vie où Dieu m'a tellement bénie. Dieu m'a tellement ouvert des portes que je suis là, tellement surprise que je me dis, qu'est-ce que le Seigneur va encore faire? Moi qui me sentais tellement inutile dans ma vie, moi qui me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Surtout le jour où, je me rappelle, quand j'avais 17 ans, 16-17 ans, après, vous savez, les embrouilles de jeunesse que je pouvais avoir avec certaines filles, et que sur les réseaux sociaux, ces filles-là m'ont traité de pouloule. J'avais réussi à m'en sortir, j'avais réussi à avancer, et en fait, d'avoir eu ce retour-là, cette insulte-là, ça a failli énormément me faire replonger dans la dépression. Ça a vraiment failli encore me détruire à nouveau. Mais je ne peux jamais oublier ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, Sarah, tu vois, de la même façon que tu as été humiliée aujourd'hui, moi, je n'irai pas porter plainte. Parce que je voulais aller porter plainte. Pour me soulager, j'ai dit, je vais aller porter plainte, je vais aller le faire parce qu'elles ne peuvent pas faire ça, elles ne peuvent pas faire ça. Elle m'a laissé aller faire mes recherches et elle est venue dans ma chambre. Elle m'a dit, Sarah, depuis que je suis née, j'ai jamais su comment est-ce qu'on va Kofunda Mutu.
Je ne sais pas comment on fait ce genre de choses-là. C'est Dieu qui a permis ça. Mais de la même façon, retiens bien ce que je te dis aujourd'hui, de la même façon que tu as été humilié, c'est de la même façon que Dieu va t'élever. Je te l'ai toujours dit. Et je prie Dieu que Dieu me garde pour que je vois à quel point Dieu va te bénir. C'est pour cela que j'ai choisi de publier cette vidéo-là, le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, je fête mes 27 ans. Et je fête également dans le même mois mes 4 ans de mariage. J'ai fêté également les deux anniversaires de mes garçons. Il y a l'anniversaire de ma fille qui arrive. Je suis en vie, je suis en bonne santé. Et aujourd'hui, je sais que tout simplement, c'est grâce à toutes ces épreuves-là, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous. Parce que je sais, je crois, que peut-être tu ne vis pas la même situation. Peut-être que c'est un combat différent que tu as, parce qu'on a tous des combats différents dans la vie. Mais je voulais juste te rassurer que peu importe le combat que Dieu a choisi que tu traverses dans ta vie, peu importe les épreuves que Dieu a choisi que tu traverses dans ta vie, retiens juste que rien n'arrive par hasard. Si Dieu a permis que tu le traverses, c'est parce que tu as la force d'y arriver. Et Dieu va te donner les armes, Dieu va te donner le courage, Dieu va te donner la force qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et chaque épreuve que nous vivons, cela fait partie de l'histoire de notre vie. Cela fait partie de notre identité. Aujourd'hui, je sais que moi, Sarah, sans ça, je n'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je comprends en fait tout simplement que tout ce temps où j'étais là, je pleurais, je souffrais, quand j'étais dans le lit d'hôpital, la seule chose qui me redonnait du courage, vous savez, c'était quoi? C'était m'imaginer en train de témoigner. M'imaginer en train d'encourager quelqu'un. M'imaginer en train de rassurer quelqu'un que même si la vie peut te sembler difficile aujourd'hui, même si les choses peuvent te sembler impossibles aujourd'hui, il arrivera un temps où tout ce que tu as vécu va devenir un récit pour te permettre d'encourager une autre personne. Donc, c'est pour cela que je souhaitais vraiment commencer par ce récit, pour que vous puissiez comprendre d'où me vient la force, d'où me vient mon identité. Je n'ai pas toujours été comme ça. La vie m'a appris, les épreuves m'ont appris, mais par-dessus tout, Dieu a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première vidéo. J'espère que vous avez été encouragés. J'espère que vous avez été fortifiés. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. We testify, we celebrate for all you've done. Lord, we give you all the praise. We testify, we celebrate, yeah, for all you've done. Lord, we give you all the praise. We testify, oh, for everything, Lord, for all you've done. Lord, we give you all the praise. We testify, we celebrate, we celebrate, oh, Lord, we give you all the praise. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta